Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Je suis entre quatre murs. Je ne vois que les murs. Je ne savais pas qu'une prison, c'était aussi simple que ça. 4 murs. D'ailleurs, c'est faux. Il y a 5 murs, et même 6. Un en haut et un en bas. Au fond, une prison, c'est comme une boîte d'allumettes. Quand j'étais petit, je mettais les mouches dans les boîtes d'allumettes. Je me demande à quoi pensent les mouches quand on les enferme. Si le psychiatre de la prison lit cette lettre, Dieu sait ce qu'il va encore raconter sur moi. Les psychiatres sont capables de trouver autant d'explications que l'on veut à propos de la moindre mouche dans une boîte d'allumettes. L'autre jour, il est venu me voir. On m'a mis dans l'infirmerie sur un fauteuil. Et il s'est mis à tourner autour de moi comme un chien après un os. « Collet, on me dit que vous allez bien? Que vous dormez bien? C'est parfait. » C'est tout ce qu'il sait dire. C'est parfait. Je me demande combien lui paie l'administration pour aller dire ça aux prisonniers 1 fois par mois. C'est parfait. D'ailleurs, il a raison, je dors bien. Je ne fais pas de cauchemars. On dirait que ça l'embête. Ce type voudrait bien que je lui raconte mes cauchemars. Seulement je dors bien. Je suis pas malade. J'ai rien à dire. Et j'ai pas tué mon père. Collet? Avez-vous conscience du fait que vous cherchez à vous détruire uniquement parce que votre image ne vous plaît pas? Ça aussi, c'est le psychiatre. J'ai bien envie de lui demander si son image à lui plaît tellement. Seulement, j'ai la flemme d'engager la conversation et puis surtout, j'ai peur que ça dégénère. Si je dis un mot, un seul, il va se mettre à le décortiquer pour m'expliquer Dieu sait quoi qu'il a lu dans les livres. Comme quoi il faut que je mange. Car si je ne mange pas, je me suicide. Or, il prétend que je n'ai pas envie de me suicider, mais de lutter. Et que je ne sais pas avec qui lutter, etc., etc. Impossible de lui dire que je n'ai pas faim, ou que la nourriture est épouvantable. C'est pourtant la vérité. Je ne sais pas comment font les autres pour avaler ça. J'ai décidé que je mangerais seulement le pain. Après tout, dans le monde, il y a des milliers d'individus qui n'ont même pas ça tous les jours et qui vivent quand même, comme toi. Ça m'amuse de voir jusqu'où et comment on peut résister. J'ai déjà beaucoup maigri, mais je me sens très bien, très léger. Je dors presque tout le temps. Le 6e mur m'embête un peu. Si seulement on pouvait voir le ciel. Il devrait faire des prisons à ciel ouvert ou tout en haut des montagnes. Qu'est-ce que ça change à la justice qu'un prisonnier regarde les étoiles? Julius Flanagan Collet n'a pas écrit le sempiternel livre du prisonnier libéré, repenti ou non. Cette lettre, dont je viens de vous lire un extrait, pourtant est bien de lui. Il l'a écrite pour son camarade Reader, un clochard qui vend des lacets et des cravates à l'angle d'une rue de son quartier à Dallas, Texas, en 1943. Collet, même en prison, est un homme riche. Reader, malgré l'amitié qu'il lui porte, n'a pas craint d'aller vendre la lettre à un journaliste. Par les temps qui courent où le hot-dog se fait rare, comment lui en vouloir? D'ailleurs, Collet ne lui en voudra pas et il n'est plus là pour arrondir d'$1 ou 2 la poche de son vieux copain.
Le journaliste, lui, veut être sûr. Prouvez-moi que vous connaissez Collet. Il m'écrit une fois par mois depuis qu'il est en prison. Il me raconte tout. Pourquoi vous? Et pas sa famille? Vous êtes fauché? Et pas du tout de son milieu? Oh, sa famille, parlons-en de sa famille. C'est eux qui l'ont accusé, oui. Et si ça se trouve, il n'a rien fait. Comment l'avez-vous connu? Dans la rue. C'est un drôle de gars. Il s'ennuyait tout le temps. Malgré son argent et tout, il préférait rester avec moi, discuter, boire un verre ou deux, des fois plus. Un soir, il m'a dit, « Rider, j'ai une idée. Tu vas prendre mon costume et ma voiture et tu vas rentrer chez moi à ma place. » Et il l'a fait. On l'a fait. Il a pris mes cravates, tout mon petit fourbi. Il s'est mis au coin de la rue. Moi, je suis rentré chez lui. J'ai eu le temps de prendre un bain, de manger et de fumer un cigare avant que sa femme me fiche à la porte. La maison est tellement grande que les gens doivent se rencontrer une fois par semaine. J'ai pas eu de chance. Quand je lui ai raconté, il s'est mis à rire tellement qu'il s'en étouffait. Mais comment je peux vérifier ça? Demander aux domestiques. Ils peuvent pas me voir, mais ils me connaissent bien. Et puis, quel intérêt j'aurais à raconter des histoires pareilles? L'intérêt, c'est l'argent, bien entendu. Mais l'histoire est vraie. Julius Flanagan Collet, 20 ans, fils de famille riche, à une époque où il est difficile de l'être même aux États-Unis, semble n'avoir qu'un seul ami, ce marchand de cravates minable, de près de 70 ans, chômeur et un peu ivrogne, Rider. Rider loge dans une pension pour économiquement faible, et la lettre qu'il possède lui a bien été adressée chez lui, sa logeuse le confirme en précisant « C'est un vieux fou ». Il n'en a pas l'air. On dirait plutôt un grand-père malin, prêt à faire des blagues à la moindre occasion et à profiter de tout ce qui se présente pour une pièce de 10 cents. Le journaliste a flairé le petit écho à scandale, et quelques jours plus tard, on peut admirer dans un magazine la photo du grand-père posant avec ses cravates sur l'épaule devant le portail de la somptueuse maison des Collet. La photo est accompagnée de l'article suivant. Le richissime héritier des Collet fréquentait les clochards de la ville. Julius Flanagan, assassin de son père et actuellement incarcéré dans l'attente de son procès, continue à écrire à son ami Rider, notre photo. Le vieux Rider profitait largement des faiblesses du jeune homme, et notamment de son portefeuille bien garni. Le jeune Collet dilapidait ainsi l'argent familial. Interrogé, sa famille n'a pas voulu répondre à nos questions à ce sujet, mais on suppose qu'elle n'appréciait nullement les fréquentations de l'héritier d'une des plus grosses fortunes du Texas. Rappelons que Julius Collet est accusé d'avoir assassiné son père dans un moment de folie en le précipitant du premier étage de leur somptueuse villa. Photo ci-dessous. La photo ci-dessous montre un visage très jeune et très laid, le genre de laideur irrémédiable. Oreilles décollées, nez trop long, menton en pointe. On voit mal le regard car les yeux sont enfoncés profondément dans les orbites. Le haut du visage paraît presque noir et inquiétant. Et l'article continue ainsi. Plus doué pour la paresse que pour les raffineries que possède sa famille, Julius Collet se révèle en prison presque poète. Il n'écrit qu'à une seule personne, son vieux copain Rider. Une fois par mois, comme le veut le règlement, il raconte ses pensées et ses réflexions dans sa cellule. Il ne fait cependant aucune allusion au meurtre. Nous avons pu obtenir pour nos lecteurs le texte de l'une de ces lettres, celle que je vous lisais au début. Au sujet du meurtre, le vieux Rider semble avoir une opinion personnelle que nous reproduisons sous son entière responsabilité. Julius n'était pas coléreux. C'est un bon garçon. Je ne crois pas qu'il ait voulu étrangler son père comme on l'a dit. Si le vieux est mort, c'est qu'il devait mourir. Cette phrase sibylline, le vieux Rider n'a pas voulu l'expliquer plus complètement, mais il a ajouté « Quand il sortira de prison, on ira boire un coup et on oubliera tout ça. » Si j'ai choisi de vous raconter le dossier Julius Flanagan Collet, en commençant par une lettre et l'article de presse de l'époque qu'il a publié, c'est par souci de chronologie. Cet article et la lettre qu'il reproduit sont en effet les premiers documents qui ont attiré notre attention sur l'affaire. Les premiers et pratiquement les seuls d'ailleurs, mis à part le compte-rendu du procès, et un minuscule entrefilet paru entre-temps dans le même journal. Un entrefilet de 5 lignes. Et c'est lui qui est extraordinaire. Nous ne l'avons trouvé qu'après de patientes recherches. Toujours chronologiquement, c'est le dernier document sur l'affaire, donc je vous le révélerai en dernier.
avant cela, je dois vous parler des faits, du peu que nous en connaissons en tout cas, au travers d'un procès qui ne fit pas grand bruit, vous verrez. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Je vous disais tout à l'heure qu'à propos de ce dossier, nous ne possédons qu'un article de presse, le compte-rendu du procès toujours dans la presse, et un entrefilet de 5 lignes que je garde pour la fin. Voyons d'abord le procès. En février 1943, donc, Julius, 20 ans, fils de famille, est accusé d'avoir tué son père. Comment l'aurait-il tué ? Voici les témoignages qui ont servi de base à cette accusation. Le valet de chambre. J'ai entendu un grand bruit dans la chambre de M. Collet père. Quelque chose a dû tomber. J'ai pensé que monsieur se disputait avec son fils. Cela arrivait souvent. M. Julius ne faisait jamais ce que son père lui disait de faire. Il s'arrangeait pour faire le contraire. Ces derniers temps, il avait refusé de travailler avec lui dans ses bureaux. Il disait qu'il voulait faire la guerre. Alors la bagarre a duré un moment, puis Mme Collet est montée avec le jeune frère de M. Julius qui a 10 ans. Ensuite, nous avons entendu un cri, c'était monsieur. Il est tombé du balcon du premier étage. Quand nous avons compris ce qui se passait, les domestiques et moi, il était trop tard. M. Collet était mort. Il s'est brisé la colonne vertébrale sur la véranda. Quant à M. Julius, il était évanoui dans le bureau de son père. Le jardinier, maintenant. J'ai vu monsieur et son fils sur le balcon. Je n'entendais pas ce qu'il disait, j'étais trop loin. Comme il avait l'air de se bagarrer et que cela arrivait souvent, je suis parti travailler dans la remise. M. Collet n'aimait pas qu'on insiste à leur histoire de famille. Je ne suis ressorti qu'en entendant le cri qu'il a poussé en tombant. Alors là, j'ai vu M. Julius sur le balcon, il se tenait la tête à 2 mains et la secouait dans tous les sens, comme s'il était devenu fou. La cuisinière. J'ai rien vu. C'était 7 heures du soir, je préparais le dîner. Un peu avant, M. Julius était venu dans la cuisine pour manger du sucre. Il faisait cela très souvent, il n'avait pas d'appétit. Quand sa mère est morte et que son père s'est remarié, il a beaucoup changé, il a souvent été malade. Ce soir-là, il était comme d'habitude. Peut-être un peu nerveux, mais je sais pas pourquoi. Il a bu un verre d'alcool avant de monter dans sa chambre. J'ai rien d'autre. Madame Collet a enfin fait sa déposition. Elle déclare avoir 32 ans, être la seconde épouse de M. Collet. Nous n'avons malheureusement aucune photographie d'elle. Mon beau-fils était malade depuis longtemps. Il faisait des crises d'épilepsie. À plusieurs reprises, nous avons dû, son père et moi, le retirer du collège. Et il lui arrivait d'être violent. Plusieurs fois, il a menacé de nous tuer tous. Il n'aimait pas non plus son demi-frère. Un jour, il l'a fait tomber de cheval en l'obligeant à faire une course d'obstacles au manège. Et je suis sûr qu'il l'a fait exprès, sachant que mon fils avait peur de sauter. Mon mari a fait tout ce qu'il a pu pour lui. Il désirait le faire travailler dans ses affaires, lui passer la plupart de ses caprices. Julius dépensait tout l'argent qu'il lui donnait en bêtises. Il s'était mis en tête d'aider les pauvres. En réalité, il passait le plus clair de son temps à boire avec eux. Le médecin lui avait interdit de boire. Cela le rendait nerveux. Ce soir-là, il est rentré ivre. Je lui en ai fait la remarque. Il m'a insulté comme d'habitude. Quel genre d'insulte? Je ne désire pas les rapporter ici. La cour vous le demande. Eh bien, il prétendait, enfin, me traiter. Il me disait que j'étais une putain. Continuez. Qu'a-t-il fait ensuite? Eh bien, je lui ai conseillé d'aller se coucher et de ne pas paraître au dîner dans cet état-là pour ne pas que son père se fâche. Bien sûr, au lieu de m'écouter, il est monté au premier étage. Il s'est précipité dans le bureau de mon mari et a cassé un vase. Alors j'ai couru derrière lui pour le calmer, éviter que son père se mette en colère, mais quand je suis arrivé, mon mari venait de le gifler. Ça l'a rendu fou furieux. Il a voulu me faire sortir de force. Mon mari s'est mis entre nous pour l'en empêcher. Julius m'a giflé à son tour. Et puis, il a retourné sa colère contre mon mari, il l'a pris à la gorge. Mon mari avait du mal à se dégager, il l'étranglait presque. Vous n'êtes pas intervenu? Je ne pouvais même pas m'approcher d'eux. Il luttait.
Mon fils était dans la pièce. J'ai voulu le faire sortir pour éviter qu'il ne voie cette scène. Quand je suis revenu, il luttait sur le balcon. J'ai vu Julius pousser son père par-dessus la rampe. J'ai couru, mais trop tard. Si l'on en croit le commentaire du journaliste, Julius ne contredit aucune des déclarations ci-dessus. Il prétend ne se souvenir de rien sauf d'avoir giflé sa belle-mère. Il reconnaît qu'il la déteste, et la raison qu'il donne de cette haine est assez étonnante. Écoutez bien. Écoutez bien, car rien dans le procès ne reprend ce détail. Seul Julius affirme que sa belle-mère profitait de la moindre occasion pour le pousser à la colère. Or, il avait peur de se mettre en colère. D'après lui, à chaque fois, il avait l'impression de s'évanouir. Il ne voyait plus clair, les gens autour de lui disparaissaient, devenaient des ombres, et il ne savait plus du tout ce qu'il faisait. Le seul souvenir qu'il gardait de ses crises de colère, c'était une douleur immense dans tout le corps. Ensuite, il s'évanouissait complètement. Et ce n'est pas tout. Julius prétend que ce soir-là, la colère l'a pris, après avoir giflé sa belle-mère. Ensuite, il croit qu'il s'est évanoui. Or, sa belle-mère affirme qu'il ne s'est évanoui qu'après avoir poussé son père dans le vide, bien entendu. D'autre part, le jardinier l'a vu sur le balcon se tenant la tête à deux mains. À ce moment-là, le corps de son père gisait sur la véranda, mort. Maintenant, je vais vous dire ce qui me tracasse dans tout cela. La gifle. La deuxième, celle que Julius envoie à sa belle-mère. Ou Julius s'est évanoui après l'avoir donné à sa belle-mère, et dans ce cas, M. Collet est tombé tout seul du balcon. Enfin, par exemple. Je n'irai pas jusqu'à supposer que quelqu'un d'autre l'a poussé, non. Ou il a d'abord tué son père et ensuite giflé sa belle-mère pour s'évanouir après. En ce cas, la vision du jardinier peut s'intercaler entre ces deux actes. Mais la belle-mère dit, et ça n'est pas une supposition, c'est elle qui le dit, Julius m'a giflé à son tour, puis il a retourné sa colère contre mon mari. Si Julius dit vrai, c'est à ce moment-là qu'il s'est évanoui. Dans ce cas-là, tout le reste s'est passé sans lui. Cette question n'a pas été soulevée au procès. Le médecin de famille confirme que le jeune homme avait des crises épileptiques et qu'il le soignait en conséquence depuis une bonne dizaine d'années. Il pense que Julius était capable de tuer à condition que les circonstances provoquent chez lui l'état extrême. Jusqu'à ce jour, cela ne s'était pas produit. Quant au médecin légiste, son rapport est très court. La victime, un homme de 70 ans, portait au cou des traces évidentes de strangulation. Cependant, ces traces trop faibles ne pouvaient en aucun cas provoquer la mort due à la chute et à la rupture de la colonne vertébrale. M. Collet était un homme âgé, sans grande force physique, petit et mince comme son fils d'ailleurs. Il a dû être relativement facile de le déséquilibrer. Il nous reste l'avis du psychiatre nommé pour examiner Julius. Épilepsie confirmée. Pas de crise depuis son incarcération. Le malade semble calme. Il refuse de se nourrir convenablement et refuse de parler. C'est à n'en pas douter la punition inconsciente qu'il a adoptée pour un crime dont il ne veut pas se souvenir. Car Julius dit qu'il n'a pas tué son père. Il l'adorait, mais je cite, le trouvait stupide, trop riche et entièrement soumis à sa nouvelle famille, une putain et son fils qui ne pensent qu'à l'argent. Voilà. Rien d'extraordinaire à cela, dites-vous. Et nous manquons d'éléments pour apprécier si tant est qu'il y ait quelque chose à apprécier. C'est que vous oubliez le petit entrefilet de 5 lignes paru 15 jours après l'article et la lettre de Julius à son copain Reader, le marchand de cravates. Je vais vous le lire. Sachez avant cela que Julius Flanagan Collet a été déclaré coupable, mais irresponsable, et remis à la tutelle de sa famille, laquelle a demandé son internement. Étant donné qu'il était le seul héritier légal de son père, cela veut dire que l'héritage aussi a été mis en tutelle. Madame Collet, deuxième du nom, s'en est chargée. Voici l'entrefilé, les 5 petites lignes. À la suite de notre écho sur la mort de M. Collet Senior, paru le 24 avril 1943, on nous prie de faire paraître le rectificatif suivant. M. Collet Junior ne connaît pas le dénommé Reader, il ne lui a jamais écrit. Sa famille regrette que des individus sans scrupules profitent de son état de santé
pour répandre des propos diffamatoires qui trouveraient leur conclusion en justice en cas de renouvellement. Dont acte. Si le vieux est mort, c'est qu'il devait mourir, avait dit Rieder. Dont acte. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Quelqu'un à qui je résumais ce dossier, il y a quelques jours, a eu cette réflexion curieuse. Il m'a dit « Oh, dans le fond, si ces gens-là avaient eu la radio et la télévision, je suis sûr qu'il serait rien passé. Mais ils s'ennuyaient à cette époque-là. » Voilà donc un homme de la fin du XXe siècle qui pense que ces gens-là, ceux du début du siècle, ne se seraient pas entretués s'ils avaient eu de quoi se distraire. Drôle de façon d'envisager le crime. Un passe-temps en quelque sorte. Cette réflexion m'a tout d'abord surpris. Et puis je me suis rendu compte que l'histoire peut se résumer d'une manière telle que la conclusion de mon interlocuteur s'imposait. Après tout, en 1901, dans cette campagne-là, c'est vrai que les soirées d'hiver étaient longues. Et c'est probablement à cause de cela que tout a commencé et que tout a fini d'ailleurs. Mais c'est quand même difficile d'imaginer une chose pareille. Une voix, chuchotant dans une oreille, « Devine qui nous allons tuer ce soir. » Les dossiers extraordinaires. Nous sommes donc à la campagne, la vraie campagne, celle des charrues, de la terre rebelle, du foin et de l'herbe drue. On y travaille de l'aube au coucher du soleil tout l'été, et l'hiver on fait le reste. Dans cette ferme-là, sur cette terre-là, on a la vie dure. La mère Martine a 40 ans, elle est belle, autoritaire et travailleuse. Le père fait tout ce qu'elle lui dit, et ne s'occupe pas du reste. Le fils aîné, Jean, restera pour travailler la terre. Le cadet, François, partira à la ville. François, le cadet, c'est l'intellectuel de la famille. Le service militaire a suffi pour le dégrossir et lui donner l'envie d'autre chose. Par exemple, il a pris en main l'épicerie d'une vieille tante à la ville, et il en a fait ce que l'on appellerait maintenant un petit supermarché. Il est donc commerçant, bien établi, donc il épouse une institutrice, il est heureux, donc on ne parlera plus beaucoup de lui dans cette affaire. Jean, l'aîné, lui, nous intéresse. C'est Jean le cutéreux. Jean, la bête de somme. Pour lui, les portes de la ferme sont toujours trop petites. Il a besoin d'hectares pour respirer, d'horizons pour regarder. Jean ne partira jamais d'ici. Jamais. Et ce jour d'automne 1901, Jean est en colère. Tout son grand corps est en colère. Une colère muette, une colère immobile, mais impressionnante quand même. Devant lui, la mère argumente. « On fera ce que j'ai dit. Ça fera de l'ouvrage pour l'hiver, et puis on verra du monde. » De quoi s'agit-il exactement ? D'ouvrir une auberge.
La ferme est grande, isolée sur le haut plateau, elle a l'avantage d'être sur le passage des routiers. La production de vin est importante et son écoulement difficile. En mélangeant tous ces éléments, la mère a trouvé la solution, une auberge. Toute la salle du bas, qui servait de séjour, sera donc une salle d'auberge, et le vin s'écoulera sur place, de lui-même. Le père n'aura qu'à monter les tonneaux de la cave, la mère servira les clients, et Jean, Jean, il fera le reste. Tout est décidé. L'assistance publique a déjà envoyé une gamine pour donner la main, une Marie de 17 ans, ronde de partout. Avec quelques claques, on lui apprendra la plonge et l'art de la serpillière. La mère donne les ordres, que le père mette le vin en bouteille, que le fils aille couper le bois pour les tables et les bancs, que la Marie torchonne, et que tout le monde se taise. Ainsi soit-il. À l'entrée de l'hiver, l'affaire tourne rond et Jean le Cutéreux n'a plus qu'à ranger sa colère. Et d'où vient-elle cette colère au fait? Et pourquoi ce grand costaud de 20 ans ne serait-il pas content de trinquer avec le monde? Quelqu'un essaie de le savoir naïvement et en utilisant les moyens du bord. C'est la Marie. Chaque fois qu'elle peut laisser ses torchons, elle trouve un prétexte pour aller taquiner ce bougon de Jean dans l'arrière-salle. « Eh, si tu m'aidais à décrocher le jambon !» Grimpée sur un tabouret, les mains sur ses hanches rondes, la Marie se prétend trop petite pour attraper la charcuterie pendue à la poutre. Elle cherche le contact, elle provoque le frôlement. Son jupon se retrousse par inadvertance, sa blouse craque sous l'effort, et la voilà qui tombe par hasard dans les bras du costaud et qui s'y attarde. « Ben qu'est-ce que tu as, tu tiens pas debout ?» D'une bourrade, Jean a repoussé les 60 kilos de chair fraîche. Il regarde la donzelle avec étonnement, et lentement il comprend. Ses joues rouges, ses cheveux ébouriffés, cet œil en dessous. Mais il faudrait être stupide pour ne pas y voir la plus vieille invitation du monde. « Fous-moi le camp, ou je le dis à la mère. »« Ben vas-y toujours. Non mais, regardez-moi ce grand nigaud. Ta mère, elle a rien à dire. Elle fait bien pire que ça. » Il en pleurait de colère, le Jean. Car la petite garce a raison. Depuis que l'auberge est ouverte, tous les hommes tournent autour de la mère. Et Jean ne peut pas supporter ça. Chaque rire, chaque regard que la mère accorde est une souffrance. Chaque supposition entretient sa colère. Et la Marie va payer pour avoir deviné ça. Oh, pas très cher, mais elle va payer. Une bonne rouste, comme on dit. Juste de quoi la faire pirailler un peu. Juste de quoi être ridicule quand elle ira raconter ça aux autres, à sa manière bien sûr. Vous savez pas? Le Jean, il veut pas des filles, parce qu'il en pince pour sa mère, si c'est pas honteux. C'est sûrement honteux. Sinon Jean ne serait pas si malheureux. Maintenant que le bruit court, et que les gens l'observent, ils pourront en témoigner. Si Jean ne voulait pas de l'auberge, c'est parce qu'il voulait garder sa mère pour lui tout seul. À présent, il faut bien partager. La Martine est plutôt accueillante, et puis son mari n'y trouve rien à redire. D'ailleurs, dans l'histoire, le cocu, finalement, ce n'est pas le père, c'est le fils. À présent que la situation est claire, le drame qui va suivre vous apparaîtra, comme à tout le monde, à l'époque normale et logique. D'ailleurs, vous aurez des preuves et la conscience tranquille pendant quelques années. Décembre 1901, 4 heures du matin, une vraie nuit d'épouvante. Le vent, la pluie, et un homme qui court comme une bête affolée sur le chemin détrempé. Il court 3 kilomètres, de l'auberge à la gendarmerie. Il frappe, il tambourine, il crie, il se bat contre la tourmente pour arriver à se faire entendre du brigadier. « Assassiné, la Martine ! Et son mari, mort! Ils sont morts, assassinés !» On réveille le vieux médecin du village, on selle les chevaux, et on refait le chemin dans la tempête. L'homme, un fermier voisin de l'auberge, raconte. « J'étais là-bas vers 1 heure du matin, quand je les ai vus, morts tous les deux. J'ai couru jusqu'ici. »« Et qu'est-ce que vous faisiez à l'auberge à 1 heure du matin ? Martine, elle ferme à 10 heures ? » ?»« Oh, c'est tout simple. Depuis 3 mois environ, Louis Bellet, le fermier voisin, est l'amant de Martine. Dès que sa femme est couchée, il va la rejoindre, en douce. Jusqu'à présent, sa femme n'était pas au courant, mais maintenant... Bref,
Il est arrivé par les champs comme d'habitude, il est entré par la porte du cellier, il est monté jusqu'à la chambre au premier étage, personne. Curieux, car il devait l'attendre. Alors doucement, il a entrouvert la chambre du mari pour voir si par hasard. Mais le mari complaisant était seul dans son lit, mort. Horriblement mort. Un corps, une tête et plus de cou. Pris d'une frousse épouvantable, notre homme dégringole dans la salle commune et découvre Lamartine morte, elle aussi, avec un marteau à côté d'elle et presque plus de tête. Alors il s'est mis à courir comme un fou, le Louis Bellet, jusqu'à la gendarmerie, à pied dans le noir, le vent et la pluie, comme s'il avait le diable aux trousses. Et le fils? Et Jean? Mort, lui aussi? Non, disparu. Car le coupable, c'est lui. La preuve est là, trempée de pluie, poussée par le vent, c'est un miracle si la lettre n'a pas disparu, car Louis Bellet avait laissé la porte ouverte dans sa fuite éperdue. La lettre est adressée à François, le fils cadet, et signée de Jean. On lit mal le début, car la pluie a détrempé certains mots. Adieu, misérable, plus... La fin se voit mieux. J'emporte l'argent, tu auras la maison et les champs, j'embrasse ta famille, Jean. C'est l'écriture de Jean. Un expert le confirmera. Quant au mobile, nous le connaissons, son frère. On ajoutera un, s'il en était besoin. Jean voulait partir, il avait demandé sa part d'héritage, et la mère la lui avait refusée. Il ne reste qu'à chercher le coupable. Et on va le chercher longtemps, jusqu'en Amérique du Sud, où la famille a des cousins. On ira bien loin, sans jamais le retrouver, alors qu'il était si près. C'est une bien drôle d'histoire, vous allez voir. Mais, après la page de publicité, chaque chose en son temps. La façon dont Jean le Cutéreux, assassin de son père et de sa mère, a disparu dans la nature est extraordinaire. À croire qu'il avait préparé sa fuite depuis longtemps. Pas une piste, pas le moindre signalement, rien. On pense même qu'il s'est suicidé en se jetant dans une rivière quelconque. On le juge par contumace, on le condamne à la peine de mort, et au bout de 10 ans, 1911, l'affaire est classée. L'oubli s'installe d'autant plus que François le cadet, et unique héritier, ne reprit pas la terre. Il n'en voulait déjà pas avant le drame, il l'abandonna complètement après, en la revendant à bas prix aux paysans voisins. La ferme tomba en ruine, personne ne reprit l'auberge, et le temps passa, jusqu'à la guerre de 14. Seul survivant d'une famille disloquée, François faisait fortune à Clermont-Ferrand dans l'épicerie. Il ne parlait jamais de son frère, cet assassin envolé, qui devait traîner ses guêtres et son remords quelque part aux Amériques. À présent, vous vous posez des tas de questions et vous cherchez la fin de l'histoire. Vous pensez peut-être que je ne vous ai pas tout dit, qu'il y a d'autres hypothèses. Par exemple, la Marie. Qu'est-ce qu'elle est devenue, la Marie, la petite servante, qui proposait ses charmes sans ambiguïté? Est-ce qu'elle n'aurait pas trempé dans l'affaire d'une manière ou d'une autre? Eh bien non. Le soir du double crime, elle dormait dans sa soupente au-dessus de la grange, elle n'a rien entendu, et l'assistance publique s'est chargée de la replacer ailleurs. Ainsi vont les petites souillons orphelines. Et si c'était François le cadet, l'ambitieux, s'il était revenu un soir pour hériter à sa manière sans que personne ne s'en doute? Non plus. Il était bien chez lui avec sa femme et ses enfants, et à plus de 100 kilomètres de la ferme paternelle. Impossible. Bon, alors un rôdeur. Mais non, puisqu'il y a la lettre de Jean. Peut-être un crime de jalousie. Le mari tue sa femme, se suicide, et le pauvre Jean, découvrant le drame, s'enfuit de terreur. Ridicule. Personne n'a jamais réussi à se suicider en séparant d'un coup de hache sa propre tête de son propre corps. Non, ce qu'il faudrait, c'est retrouver Jean le Cutéreux. Lui seul peut tout expliquer. Le 17 mars 1915, 14 ans après le crime, alors que personne ne se pose plus de questions, voici venir la traditionnelle lettre anonyme. Elle arrive chez François le cadet à Clermont-Ferrand, dans son épicerie. Monsieur François, il est temps de vous le dire, votre frère Jean n'est pas coupable. Au contraire, c'est lui qui a été assassiné en premier d'un coup de couteau en plein cœur.
À l'est de la ferme, il y a un étang. Si vous prenez la peine de le vider, vous le trouverez. Et s'il n'a pas été mangé par les carpes, vous trouverez sûrement la montre que l'assassin ne lui a pas pris et la pierre meulière qu'il a attachée à son cou. À bon entendeur, salut. François, le cadet, bondit chez le procureur, montre la lettre et déclare « Je paierai ce qu'il faut pour assécher l'étang, je veux savoir si mon frère est innocent. » Il y avait la pierre, la corde, la montre, quelques ossements éparpillés dans la vase. Les chaussures étaient encore reconnaissables. Jean le cutéreux était bien là, depuis 14 ans. C'était le 4 avril 1915, en présence de tous les paysans des environs. Le lendemain 5 avril 1915, on découvrait dans la ferme des Bellets, la plus proche voisine, 2 pendus. Louis Bellet, l'amant de Martine, celui qui avait découvert le crime en 1901, et sa femme Victorine. La veille, ils étaient là tous les deux curieux, comme tous les autres, de voir apparaître les restes de Jean le cutéreux. Et le lendemain, les voilà pendus tous les deux à la poutre de leur chambre. Heureusement, une 3e et dernière lettre, plus longue que les autres, va éclairer ce mystère. Moi, Louis Bellet, je déclare avoir tué Jean, Martine et son mari de la ferme Auberge. Je l'ai fait avec l'aide de ma femme et d'un valet de ferme catalan, Franco Sparnero. C'est lui qui a jeté le cadavre de Jean dans l'étang pour qu'on le croie coupable. C'est ma femme Victorine qui a eu l'idée et qui a écrit la lettre. Elle a imité l'écriture et elle a dit de la laisser sous la pluie pour que les gendarmes lisent moins bien ce qui était écrit. Alors on a attendu qu'il pleuve. J'ai été obligé de les tuer à cause de ma femme Victorine. Elle se plaignait d'être seule à la maison pendant que j'allais à l'auberge. Elle m'a menacé de me dénoncer aux gendarmes pour la contrebande si je ne tuais pas la patronne. On en a parlé ensemble, et ensuite, elle a pensé qu'il valait mieux les tuer tous les 3. Comme ça, nous pourrions racheter la terre à François, qui la vendrait sûrement en dessous du cours pour s'en débarrasser. Tout s'est bien passé, et j'ai racheté la terre comme elle avait dit. On a payé Franco et il est retourné en Espagne. Il est mort dans une bagarre. On l'a su par sa famille à Barcelone. Victorine, ma femme, a écrit la lettre anonyme à François le mois dernier parce que nous nous sommes disputés. Elle voulait renvoyer la servante et moi je ne voulais pas. Elle ne voulait pas que je m'amuse pendant qu'elle s'ennuyait. Ma femme Victorine est mauvaise. Quand on a retrouvé les affaires de Jean hier dans l'étang, elle m'a dit « Maintenant, je n'ai plus qu'à dire que c'est toi qui l'as tué. Je le ferai peut-être un jour. Si tu veux que je me taise, faut d'abord renvoyer la servante. » Ce matin, j'ai pendu ma femme Victorine à la poutre de la grange. J'ai glissé la corde autour de son cou pendant qu'elle dormait. Maintenant, je vais me pendre aussi. J'écris pour des aveux sincères et véritables et pour que les gens me pardonnent. Signé Louis Bellet. Ah, qui aurait pu imaginer une chose pareille? La Victorine, aussi sévère qu'une chanoinesse, bigote comme pas deux. La Victorine, si renfrognée, qui avait peur d'avoir des enfants rien qu'en regardant un homme dans les yeux. La Victorine avait tout combiné, tout décidé. Elle avait fait de son mari un assassin et de son valet un tueur à gages. Elle avait construit toute seule un feuilleton à épisodes sur 14 ans. Et pourquoi? Par jalousie? Rien n'est moins sûr. Au fond, elle détestait son mari comme tous les autres hommes. Par intérêt? Accessoirement oui, mais ce n'est pas le principal. Alors pour quelle autre raison? Et pourquoi cette dénonciation à retardement alors qu'il ne risquait plus rien depuis longtemps? Eh bien, peut-être par ennui. Dans le fond, c'est bien possible. Si Victorine avait eu quelque chose à faire pendant les longues soirées d'hiver, elle n'aurait peut-être pas imaginé tout cela. Et si Victorine n'avait pas cultivé l'ennui à ce point, son mari n'aurait jamais peut-être trompé le sien en trompant sa femme, et rien ne serait arrivé.
D'ailleurs, la lettre le dit bien. Elle ne voulait pas que je m'amuse pendant qu'elle s'ennuyait. Il y a des femmes qui ont l'ennui mortel. Les dossiers extraordinaires. Pigalle devient le quartier général des trafiquants de stupéfiants. Une lutte sans merci commence entre eux afin de conquérir le marché, comme l'on dit. Leur terrain de bataille est éclairé au néon, rouge, jaune, bleu, vert. Il se compose essentiellement des rues étroites qui montent jusqu'au célèbre jet d'eau et à la station de métro de la Chanson. Les combats n'ont lieu qu'à partir d'1h du matin, quand les bourgeois sont rentrés se coucher. Mais dans ce quartier, tout le monde n'a pas de lit. Il y a ceux ou celles qui dorment à l'hôtel et en changent souvent. Il y a même ceux ou celles qui couchent dehors. Ainsi, cette vieille clocharde qui s'est installée dans l'encoignure d'un magasin plié en deux. Elle s'est recouverte comme elle a pu d'un châle en laine usée. Elle s'est rabattue sur les yeux un chapeau de feutre élimé. Elle dort. Soudain, une fusillade. 3 hommes sont sortis d'un bar. D'autres les guettaient du trottoir d'en face sous une porte cochère. 36 balles sont tirées. Puis un blessé est transporté jusqu'à un taxi qui s'éloigne aussitôt. Quand la police arrive, il n'y a plus de combattants, pas de victimes non plus, semble-t-il. Ah, si. Si. La clocharde a été tuée en plein sommeil, atteinte à la tête par une balle perdue. Les dossiers extraordinaires. Un des derniers réveillons d'avant-guerre, la conférence de Munich, où les démocraties vont se mettre à genoux devant Hitler, n'a pas encore eu lieu. Les Parisiens peuvent croire que leur bonheur durera toujours. Dans un appartement rue Fontaine, à Pigalle, un sapin a été décoré de guirlandes, d'étoiles dorées et de cheveux d'ange. Des friandises sont accrochées à ses branches, des jouets déposés à terre devant lui. Ils sont destinés à un petit garçon de 7 ans, François, qui vit seul avec sa mère. Son père est parti depuis longtemps. Il a un beau-père maintenant, un truand d'origine corse, Paolo. Ce soir c'est la fête, a décrété celui-ci. Je vous emmène au restaurant. Le gosse adore Paolo. Sans doute parce qu'il le considère comme son vrai père, ce qui est normal, mais aussi parce que Paolo est riche, généreux, et puis qu'il a l'allure d'un caïd. En sortant du restaurant, il est près de minuit. Allez François, on rentre à la maison. Dis bonsoir à Paolo. Oh non maman, pas tout de suite, je t'en prie. Je veux rester encore un peu avec vous deux. Ah, après tout, c'est le soir de Noël. Une fois n'est pas coutume. Paolo cède au désir exprimé par l'enfant. Il l'emmène avec sa mère dans un bar. Celle-ci, en arrivant, aperçoit au comptoir un ami corse, Gregorio S. Mais elle ne dit rien. Elle ignore que Gregorio vient de se fâcher à mort avec Paolo parce que celui-ci ne veut plus reconnaître son autorité. Gregorio dirige une bande de trafiquants aidés de ses 2 frères Joseph et Marcello. Les frères S, comme on les appelle, sont les rois de la drogue. Il est téméraire de leur résister. Paolo, lui, n'a pas remarqué la présence de Gregorio. Il s'installe donc tranquillement à une table en compagnie du petit François et de sa mère. Ils prennent des consommations. Bon. Allez, maintenant, dit Paolo, il faut me laisser. Déjà? Écoute, François, tu es un grand garçon, tu es raisonnable. Et puis, tu sais, le Père Noël va passer à la maison. Il faut que tu sois là. Paolo se lève, prend l'enfant dans ses bras pour l'embrasser. Ce faisant, il est debout,
sa tête dépassant celle des autres consommateurs. Un coup de feu retentit. Paolo s'écroule, blessé. L'enfant avec lui. À l'hôpital, les médecins sauveront le truand, mais pas le petit garçon. Quant à la mère, elle ne dénoncera pas celui qui a tiré. Gregorio, bien sûr. Un de ses acolytes l'a prévenu. Si tu parles, tu seras tué toi aussi. Gregorio, pourtant, a été arrêté, saturé par un agent au moment où il se sauvait du bar. Pris l'arme à la main, le canon encore chaud, une balle de moins dans le chargeur, son compte est bon. Sa défense paraît difficile. Mais c'est mal le connaître. Ce n'est pas moi qui ai tiré, explique-t-il. C'est mon frère, Joseph. Je l'ai vu sortir du bar en courant. Je l'ai attrapé, je l'ai désarmé. Oh, je le regretterai toute ma vie. Si je lui avais laissé son revolver, il n'aurait peut-être pas été abattu 2 heures plus tard. En effet, Joseph S. a été lui aussi descendu ce triste soir de réveillon, on ne sait par qui. L'explication de Gregorio est donc valable. Pour nous qui savons qu'elle est fausse, elle prouve seulement son intelligence. Sûr de lui, il attend en prison que s'ouvre son procès. Mais on lui annonce alors une mauvaise nouvelle. Sa femme vient de succomber à une crise cardiaque. Le directeur autorise Gregorio à aller la voir une dernière fois avant la mise en bière. Il arrive donc à son domicile, accompagné de 2 inspecteurs. La famille, une famille nombreuse, des amis, entoure le lit de la défunte. Gregorio demande à ses gardiens « Vous m'enlevez ça, s'il vous plaît ?» Ça, ce sont les menottes qu'il porte au poignet. Les inspecteurs hésitent. « N'ayez pas peur. Je ne me sauverai pas. Vous avez ma parole d'honneur. » Gregorio s'approche du lit, les mains libres. Il s'agenouille. Selon la tradition de sa ville natale, Bonifacio, les inspecteurs sont restés poliment à l'écart. Et puis, trouvant que le recueillement a assez duré, il s'approche. Gregorio a disparu. Furieux d'avoir cédé à un mouvement de pitié, ils sortent dans la rue afin de se concerter sur ce qu'ils vont faire. Ils voient alors Gregorio qui s'est rendu chez un fleuriste voisin afin d'acheter un bouquet de roses rouges. « Bah oui, quoi, leur dit-il. Mais je vous ai donné ma parole. Qu'est-ce que vous croyez ?» Étonnant cet homme qui invoque ainsi le sentiment de l'honneur. Il a tué un enfant, involontairement il est vrai, mais profitant pour tirer de la présence du gosse dans les bras de son rival. Paolo, c'était mon meilleur ami, explique-t-il. Il n'avait pas le droit de se conduire comme il l'a fait. Alors ainsi, l'amitié bafouée excuserait tout. C'est plus grave à ses yeux que la trahison en amour. Les femmes, on sait ce que ça vaut, ça se remplace. Pas un ami. Il faut dire que Gregorio est un personnage d'une envergure exceptionnelle. Monté depuis peu à Paris, il y est vite devenu le maître du trafic des stupéfiants. Il a créé un laboratoire, établi un réseau de revendeurs. La police ne peut ignorer cela, pourtant, elle le ménage. Il a des relations, et surtout, avec beaucoup d'astuces, il évite la plupart du temps de se mettre lui-même dans une situation illégale. Sauf le soir du réveillon, où il a tiré sur Paolo. Mais je vous ai dit quelle excuse diabolique il avait inventée en prétendant que c'est son frère Joseph qui a tiré. Le plus étonnant est que les jurés le croiront. Aux assises de la Seine, il produit un témoin, un marchand de voitures d'occasion. « Oui, dit-il, j'ai vu les 2 frères sur le trottoir. Ils semblaient se disputer, comme si l'un voulait prendre quelque chose à l'autre. » Le revolver, bien sûr, l'arme du crime. Ce faux témoignage accrédite la version de Gregorio. D'autant qu'aucun autre témoignage ne le contredit. Ni Paolo, ni la mère du petit garçon assassiné ne sont venus à l'audience. Alors, Gregorio est acquitté. Paolo et son ami ont eu peur, pensez-vous? Non. Non, ils méditaient leur vengeance. Mais pour une vendetta, il fallait que le coupable soit en liberté, ce qui est maintenant chose faite. Alors Paolo s'arme d'une carabine et se munit de 2 jours de vivres. Il s'installe dans le cimetière à l'abri d'une chapelle proche de la tombe de l'épouse de Gregorio. Celui-ci, dès sa libération, viendra certainement y déposer des fleurs, encore des roses rouges probablement.
En effet, au soir du 2e jour qui suit sa levée d'écrou, le voici, une magnifique gerbe de rose à la main. Un coup de feu part, une balle traverse son chapeau, lui brûle quelques cheveux, pas la cervelle. Une autre balle le manque et blesse un de ses gardes du corps. Le tireur s'enfuit, courant et sautant à travers les tombes. Funèbre course. Les morts assistant sous terre impassibles aux querelles insensées des vivants. Des fossoyeurs en train de préparer une sépulture se précipitent, arrêtent le fugitif et le livrent à la police. La vengeance n'a pas été accomplie. Mais en est-ce la fin? Oh non, loin de là. Mais laissons d'abord passer une page de publicité. Avez-vous compté les coups de feu qui ont déjà été tirés au cours de ce différend qui oppose 2 compatriotes corses, le chef de bande Gregorio et son meilleur ami Paolo? Première salve, le chef veut punir son ami, il tue par mégarde un enfant. Deuxième salve, méprise ou vengeance, le frère du chef est abattu. Troisième fusillade, et cette fois dans un cimetière, l'ami fait feu à son tour et manque son but. Cela risque donc de continuer. Mais pas tout de suite. Pour l'instant, les amis ennemis sont contraints de s'affronter devant un tribunal. Et il n'y a plus de raison maintenant pour que Paolo cache ce qui s'est passé au bar quand le petit garçon a été blessé à mort. C'est Gregorio qui a tiré, pas son frère, déclare-t-il. Je l'ai vu. Mais alors pourquoi ne l'avez-vous pas dit avant, demande le président. On m'avait menacé. Bon, peu importe. En tout cas, c'est bien vous, au cimetière, qui avez tiré. Ah non! J'étais venu sur la tombe de ma belle-mère. C'est vrai, ce n'est pas lui, confirme Gregorio, avalisant le mensonge. Ce n'est pas Paolo qui a tiré sur vous? Mais alors qui est-ce? C'est une affaire qui ne regarde que moi. Allons, Gregorio. Il faut dire ce nom s'il existe. N'en parlons même pas, monsieur le président. C'est déjà suffisant que je le sache moi-même. Et vous? Vous étiez armé? Si je l'avais été, Paolo ne serait pas ici. Oui, la haine sépare toujours les 2 hommes. Une haine aussi profonde que leur vieille amitié. Une haine et une amitié qui se mélangent. Élevée au niveau des grands principes de la tradition corse, au-delà de la justice officielle, puisque Gregorio ment en affirmant que Paolo n'a pas tiré sur lui au cimetière. Ment-il pour le sauver? Peut-être pas. Peut-être veut-il se réserver de le punir lui-même, comme il a déjà essayé de le faire. Paolo est condamné à 7 ans de bagne. Libéré pendant la guerre, il aura une conduite exemplaire dans la résistance. Et Gregorio? Eh bien, il sort libre du palais de justice, une fois de plus. Le destin de cet industriel de la drogue, le mot n'est pas trop fort, est vraiment hors du commun. Il traverse les aventures les plus cruelles sans jamais être éclaboussé de sang. Les lois de notre société ne semblent pas faites pour lui. Un juré voudrait savoir quels sont ses moyens d'existence. C'est personnel, répond-il. Et cela ne va pas plus loin. Mais la loi, tout court. La loi avec un grand L. Celle des tables de Moïse, ou si vous n'êtes pas croyant, celle de la justice immanente. Gregorio paiera-t-il ses crimes? Ceux qu'il a exécutés lui-même ou fait exécuter, ceux dont il est responsable à travers tous les malheureux auxquels il vend de la drogue, qui meurent parfois d'une overdose dont il a en tout cas détruit l'âme. Un journaliste lui rend visite dans son bel appartement près de l'Étoile. « Je reconnais que je suis visé, lui confie le trafiquant. On fera tout pour me provoquer. Que voulez-vous? Ce sont les aléas de notre genre de vie. Il faut choisir, être d'un côté de la barrière ou de l'autre. Si on me cherche, on me trouvera. J'espère seulement ne pas avoir à me défendre contre une femme. » En parlant ainsi, il pense sûrement à la mère du petit garçon qui est mort à cause de lui. Surtout quand on est corse, ce genre de choses ne s'oublie pas. Un soir, il décide de sortir seul. Ses gardes du corps l'ennuient. Il rencontre à Montmartre un jeune boucher de la Villette, Paul M., qui débute dans le trafic des stupéfiants. Paul se croit assez malin pour essayer de rançonner le grand Gregorio. Il sait des choses sur lui. Il le menace, il veut de l'argent. Pour se débarrasser du gêneur, Gregorio fait mine de porter la main à sa poche à revolver. Paul a peur. Et prenant de vitesse son adversaire, sort son arme et tire. Dérision ou verdict de la Providence,
L'homme intouchable qui a toujours échappé à ses ennemis et à la justice tombe abattu de 4 balles dans le ventre par un médiocre, un missel, comme on dit, dans ce monde de la violence et du malheur. Le petit garçon qui s'apprêtait à fêter Noël est vengé, mais ne croyez pas que la guerre des 2 clans soit finie pour autant. Un proverbe italien du XVIIe siècle dit « Qu'il soit vivant, qu'il soit mort, redoute le Corse qui n'a pas satisfait à sa vengeance. » Gregorio est mort, certes, mais Paolo, lui, est toujours vivant. Il purge sa condamnation. Il est protégé, malgré lui, par les barreaux de sa prison. En attendant qu'il sorte, il faut corriger le petit boucher de la Villette, Paul M., qui a osé s'attaquer au gang, menacer, puis supprimer le patron. Paul, c'est incroyable, mais dans cette affaire, rien ne se passe selon les normes, a bénéficié d'un non-lieu. Le juge a admis qu'il se trouvait en état de légitime défense. Il eût mieux valu pour lui qu'on l'arrêtât. Paul descend sur la côte en compagnie d'une jolie femme. Il s'est acheté une casquette blanche avec une visière en plexiglas bleu pour se protéger du soleil. Il est en vacances, si loin de Pigalle, qu'il croit qu'on l'oublie. Un soir, il se promène à Cannes, sur la Croisette. Soudain, une voiture ralentie parvient à sa hauteur. Une rafale le couche à terre. Il est criblé de balles. La voiture s'éloigne à toute vitesse. Les passants affolés n'ont pas eu le temps de relever son numéro. Une femme, l'amie de Paul, pleure ses illusions perdues. Le commissaire central de la ville, dès qu'il connaît l'identité de la victime et ses antécédents, pense aussitôt au récent assassinat de Gregorio S. à Montmartre. Un des membres de sa famille, ou quelqu'un de ses amis, serait-il lui aussi descendu sur la côte? Tandis qu'il cherche à se renseigner, il reçoit une lettre postée de la Croisette. « Monsieur le commissaire, je n'ai rien de commun avec les tueurs de Cannes. Vous perdez votre temps. Je rentre à Paris. Soyez assez aimable pour me ficher la paix devant me marier sous peu. » C'est signé Marcello S., le 3e frère du trop célèbre gang de la drogue. Il a relevé le flambeau. Les dossiers extraordinaires. Không thể tạo ra thu nhập công ty ấy. Tại công ty của mình ấy là sẽ phải doanh thu trực tiếp từ những cái thứ của người làm ấy. Đấy, ngay sau là mình sẽ trực tiếp đi làm.
number one. Alo. Vâng, đúng rồi ạ. Đúng rồi ạ. Vâng, em cảm ơn.